Vous estimez faire un travail agréable ou désagréable? Malheureusement, je me suis rendu compte très vite que le climat qui régnait dans les entreprises était très proche de celui qui régnait dans l'armée. Que ce qui compte, c'est de travailler dur. Parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le futur des RH avec RATP et Uzbek Erika. Pour le premier épisode de cette nouvelle série, nous allons parler de la génération Z, ces jeunes nés après les années 2000 qui ont grandi avec le numérique et la crise climatique et qui bousculeraient, selon certains, l'entreprise traditionnelle. Alors cette nouvelle génération qui arrive tout juste sur le marché du travail est-elle si différente de ses aînés et comment pense-t-elle l'entreprise ? Pour répondre à cette première question, nous avons interrogé Élodie Gentina, professeure à l'IESEG School of Management, chercheuse spécialisée dans la compréhension du rapport des jeunes à l'entreprise et auteure de la génération Z en entreprise, des Z consommateurs aux Z collaborateurs. Je pense qu'il est important tout d'abord de revenir à la notion même de travail. Le concept de travail et l'étymologie du terme travail, si on reprend, il y a deux termes, si on reprend l'étymologie grecque, il y a le terme tripalium, qui était le travail vu comme un instrument de contrainte, voire de torture, et qui laissait entendre que le travail était plutôt forcé. Mais il y a aussi le travail sous le nom de ergon, qui est plutôt l'ergonomie, l'énergie, le travail de la terre, le fait de cultiver des choses, et le travail est une réalisation de soi. Et aujourd'hui, la nouvelle génération vont plutôt s'inspirer du travail comme une réalisation de soi. Donc on voit bien que le rapport du travail a changé. L'unité de temps a changé, le 9h, 18h, l'unité de lieu où on travaillait uniquement au bureau, l'unité de tâches où on exerçait un seul métier. Aujourd'hui, on voit que tout ça s'est bousculé. On peut travailler de n'importe quel endroit. On est devenu de plus en plus des slasheurs. On ne travaille plus uniquement sur un métier, mais plutôt en mode mission. Une génération qui arrive donc dans un monde du travail en pleine mutation, avec de nouvelles possibilités en termes d'organisation et de nouvelles libertés. Une génération qui, peut-être plus encore que les précédentes, met un point d'honneur à conserver un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Quand on pose la question des jeunes sur leur rapport au travail et ce pourquoi ils sont prêts à changer de travail demain, le premier critère qui revient, c'est le fait d'avoir un meilleur équilibre de vie pro, vie perso pour 76% de la nouvelle génération. Donc, on voit bien que pour les jeunes, la réussite, ça passe avant tout, non pas uniquement par le travail, mais ça passe par une réussite professionnelle, mais aussi personnelle, une réussite tout court. Avant, il y avait un devoir de loyauté envers l'entreprise qui était très fort. Aujourd'hui, on voit que ces jeunes, le devoir de loyauté est différent. Ils ne placent plus le travail dans la priorité de leur vie. Ils ont d'autres centres de vie, la famille, les amis, les sorties, le sport. Le travail en fait partie. C'est ce qu'on appelle l'entreprise archipel. Aujourd'hui, ils ont une relation beaucoup plus multicentralité. Et donc, l'important, c'est de réussir pleinement leur vie et non plus uniquement réussir leur vie tout court. Des jeunes qui ne placent donc plus l'entreprise au centre de leur vie, de là à être moins impliqués dans leur mission. Ces nouvelles façons de penser le travail se font-elles au détriment de la productivité ? Nous avons posé la question à Audrey Richard, DRH du groupe UP et présidente de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH. Non, elle n'est pas moins impliquée, moins dévouée ou comme on a pu le lire. En tout cas, ça c'est le point de vue de la DRH et à travers les échanges que je peux avoir avec mes pairs. On n'est pas face à une masse de personnes désengagées. Non, c'est pas ça. Cette génération, elle a des attentes comme les plus seniors. Ils veulent fonder le foyer, devenir propriétaires et donc ont des attentes sur les sujets de rémunération, par exemple. Et d'ailleurs, quand on interroge, le premier sujet qui vient sur la table de ces soit candidats, soit salariés, c'est la question de la rémunération et de ses avantages. Et il faut pas se tromper. C'est bien ça qui va arriver en premier, en France, comme dans les autres pays. On a regardé cela. Et donc, quand on travaille sur une politique RH et managériale, il faut pas se tromper de priorité. Le numéro 1, c'est salaire et avantages. Et après, en termes d'équilibre vie privée, vie professionnelle, l'exigence porte sur la flexibilité de pouvoir travailler, peut-être où je le souhaite, peut-être un peu davantage quand je le souhaite. Et donc ça amène un travail dans les équipes managériales et RH en termes d'organisation du travail. La nécessité d'inventer de nouvelles organisations pour s'adapter à cette demande de flexibilité, mais aussi de nouvelles attentes en termes de management. On écoute Audrey Richard et Élodie Gentina. Aujourd'hui, on veut un manager qui accompagne, on veut un manager qui donne le sens, un manager qui donne du feedback, qui fait de la coopération. Et donc,
pas du tout un management qui va descendre les informations et qui va être en mode hiérarchique. Ça marche plus aujourd'hui sur cette génération. Les jeunes attendent avant tout d'un manager qui crée un environnement de travail épanouissant, qui reconnaisse un travail accompli, donc le besoin de reconnaissance existentielle, les encourager, leur donner beaucoup de feedback, aller beaucoup sur l'humain, privilégier un mode de travail flexible, télétravail mais pas trop. Pour 60% des jeunes de 18 à 24 ans, ils pensent qu'ils sont beaucoup moins efficaces en télétravail parce qu'ils ont besoin d'aller en entreprise pour apprendre, pour acquérir de l'expérience, pour expérimenter. Ils ont besoin de cadres, ils ont besoin d'être à proximité avec les collectifs et avec le management. Un esprit d'équipe, un des premiers critères qui fait que demain, un jeune a envie de rester dans l'entreprise, c'est pas pour l'entreprise, mais c'est pour son équipe. C'est le fait qu'il a rejoint une tribu, une bonne ambiance. Et donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Proposer aussi des missions qui sont variées aux jeunes. Soyez une entreprise, moi je leur dis, apprenante et partageante. 4 jeunes sur 10 attendent de l'entreprise qu'elle leur fournisse des formations, de l'intrapreneuriat, au-delà aussi d'un salaire et de subvenir à leurs besoins. Ils ont envie de développer leurs compétences au travers de formations continues, au travers de missions qui vont pouvoir changer. Aller aussi sur des modes de recrutement plus attractifs en utilisant la vidéo, en utilisant le digital, en utilisant la gamification, en utilisant aussi l'équipe, par exemple. Recruter ces nouveaux salariés et les garder. Un véritable challenge aujourd'hui pour des entreprises qui multiplient les idées pour être plus attractives et favoriser le bien-être des collaborateurs. Par exemple, chez Orange, on peut voir qu'aujourd'hui, les salariés peuvent prendre jusqu'à 1 an de congé pour respirer. Voilà, ils ont mis ça en place en janvier 2022. Les salariés de Orange ayant à peu près 10 ans d'ancienneté peuvent prendre un congé respiration et s'absenter de 3 à 12 mois pour faire autre chose et percevoir 70% de leur salaire. On a aussi l'exemple de Welcome to the Jungle qui ont mis en œuvre le contrat à 4 jours avec un jour off le mercredi ou le vendredi pour justement répondre à cette quête et ce besoin d'équilibre de vie pro, vie perso. Il y a l'exemple d'Engie qui a mis en œuvre le Young Professional Network, qui est un groupe créé par les jeunes et pour les jeunes depuis une dizaine d'années, qui rassemble plus de 3000 jeunes, dont l'objectif est de formuler collectivement des propositions pour alimenter les réflexions stratégiques du groupe Engie et mettre en œuvre aussi certaines d'entre elles. Donc on voit que les jeunes sont véritablement acteurs. Il y a aussi par exemple l'exemple de L'Oréal qui a créé l'Extending Company, qui est un programme qui permet de donner l'opportunité à des collaborateurs chez L'Oréal d'aller voir ailleurs ce qui se passe pendant 4 ou 6 mois pour travailler avec un de leurs partenaires dans des startups ou dans des associations qu'ils soutiennent. Mais il y a aussi des exemples de PME. J'ai aussi beaucoup travaillé avec des plus petites entreprises qui ont revu leur entretien de recrutement en mode plus collectif, en mode plus gamification, qui ont revu aussi leur manière d'intégrer. Ils ont fait des intégrations en onboarding, mais aussi offboarding, comment dire au revoir avec une génération aussi boomerang. Donc, toutes ces entreprises, en tout cas, doivent bien comprendre que la mobilité horizontale, elle est beaucoup plus attractive pour nos collaborateurs aujourd'hui que la verticalité. Et si on attend que le collaborateur qui dit « je m'ennuie au travail », on voit bien que c'est trop tard. Donc, le collaborateur, c'est important d'anticiper les besoins et les envies des gens. Donc, il y a plein d'exemples aujourd'hui qui existent pour attirer, recruter et engager cette nouvelle génération. Des méthodes de recrutement et d'intégration de plus en plus innovantes, mais qui ne suffisent pas toujours à séduire une jeunesse qui a été biberonnée aux enjeux climatiques, une jeunesse qui est aussi souvent engagée sur les grandes questions sociétales et qui a tendance à refuser de travailler dans des entreprises dont elles estiment les méthodes contraires à leur éthique. Avec Élodie Gentina et Audrey Richard. La crise sanitaire a suscité une accélération des questionnements par rapport à toutes ces questions liées à l'écologie, à la planète, à l'environnement, mais aussi à l'aspect social. Je peux reprendre une étude de Veolia faite avec Elab. Ils ont élaboré le premier baromètre mondial de la transformation écologique auprès de 25 000 individus sur 5 continents. J'ai été là pour aider à scruter les résultats de cette étude avec un focus sur la nouvelle génération. Et on voit par exemple que les jeunes aujourd'hui sont victimes d'une nouvelle souffrance qu'on appelle l'éco-anxiété. Ils deviennent anxieux vis-à-vis de l'environnement en se posant des questions sur l'écologie et l'environnement qu'on leur laissera demain. Donc on voit bien que cette crise sanitaire a réveillé en eux un sentiment d'urgence par rapport à toutes ces questions. Et ils se disent que demain, ils arriveront aussi à résoudre ces questions liées à la transformation écologique si et seulement si ils en sont protagonistes, s'ils sont acteurs dans l'entreprise. Je suis assez admirative parce que ce sont des valeurs assumées et qui bousculent les entreprises, qui bousculent les DRH.
On le voit à travers des entretiens de recrutement avec des candidats. On le voit à travers des échanges avec les managers, avec les équipes RH. Et comment ça se ressent sur le terrain? On parle davantage, on l'a beaucoup illustré dans la presse, mais de sens, de cohérence. En fait, si ça ne résonne pas avec le moi intérieur, si je peux l'exprimer comme cela, alors il va y avoir un sujet. Alors il va y avoir soit une incompréhension, soit un malaise. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette génération n'a pas peur de démissionner. Quand on n'est plus aligné, eh bien on s'en va pour être en phase avec soi-même. Donc ça peut mettre en évidence certaines incohérences dans l'entreprise et donc nous RH c'est cela qu'on va peut-être particulièrement travailler. Et donc il faut s'attendre à pas mal de changements et c'est aussi bien pour nos entreprises parce que nous devons préparer demain. Donc on va le préparer ensemble. C'est la fin de cet épisode. Merci à Audrey Richard et Élodie Gentina d'avoir partagé avec nous leurs idées et leurs réflexions. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle exploration du futur des RH.